pourquoi le choix de l'emploi direct? C'est-à-dire que se retrouver un jour dans l'obligation, entre guillemets, de trouver un accompagnement en aide humaine pour une personne. C'est mon cas. Je suis arrivée un jour à avoir ce besoin. Donc, on a contacté des prestataires. Et là, brutalement, on est en gros tombé des nues puisque brutalement, on nous a dit impossible d'avoir un choix de vie. C'est-à-dire que impossible de pouvoir choisir l'heure à laquelle on va manger parce que 14 heures, c'est quand même pas un horaire pour manger. 6 heures du matin ou 11 heures du matin, ce n'est pas un horaire non plus pour se lever. Impossible d'aller au cinéma et rentrer à 23 heures parce que 23 heures, ce n'est pas un horaire pour se coucher, etc., etc. Donc, nos choix de vie étant absolument impossibles à régler avec un prestataire, eh bien, la seule solution, c'était l'emploi direct. Donc, c'était la solution pour garder le contrôle de son choix de mode de vie, son choix d'accompagnant, pas de turnover en auxiliaire, son choix de temps de travail, son choix de pratique, son champ d'intervention. Par contre, ce choix qui était de devenir finalement particulier employeur, c'était un choix par défaut. C'était un choix pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, c'était la solution trouvée. Donc ensuite, maintenant, ce que je disais, c'est que je travaille pour un mandataire donc, qui accompagne des personnes dans leur rôle de particulier employeur, puisque c'est pas... il y a énormément de textes légaux qui sont édités sans arrêt concernant le champ d'application et les obligations des particuliers employeurs et des salariés du particulier employeur, et ça ne s'invente pas. Hein. C'est assez complexe. Les textes sont complexes et l'application de ces textes est encore plus complexe, voire impossible. Ceci dit, pour mettre en place un bon accompagnant, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, on fait une mise à plat des besoins. Ce qui est très important de retenir, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un temps d'accompagnement, un environnement adapté à son choix de vie. Si les temps d'accompagnement, si l'environnement n'est pas adapté, ça va être hyper compliqué. Ensuite, il faut mettre à plat le besoin, ne pas oublier qu'il faut adapter son accompagnement à son choix de vie et non pas l'inverse. Ne jamais adapter son choix de vie à son accompagnant. C'est vraiment primordial et c'est pour ça d'ailleurs qu'on devient particulier employeur. Ce n'est pas pour de nouveau être, j'ai envie de dire, assujetti à un organisme ou à quelqu'un d'extérieur. Bon, ensuite, il va falloir construire un contrat de travail. Construire un contrat de travail, c'est compliqué. Pareil, le contrat de travail doit s'adapter au choix de vie et non pas à une rhétorique spécifique. Donc, il faut réussir à trouver ces adaptations avec les textes en cours. Et là, ce n'est pas toujours facile. Et il y a même des moments où c'est impossible. Donc, j'y reviendrai après. Ensuite, il faut aussi, c'est important, la délégation de gestes de soins. La délégation de gestes de soins, c'est quelque chose qui est très mal connu. En gros, je vais résumer, je n'avais pas dit tout à l'heure, en résumé, tout ce que vous ne pouvez pas faire avec dû à la non-usage de vos membres supérieurs, une autre personne peut le faire pour vous avec une délégation de gestes de soins. Quand je dis tout, ce sont des soins, évidemment, comme par exemple la gestion d'un diabète. On ne peut pas prendre sa glycémie, on ne peut pas s'injecter de l'insuline sans les membres supérieurs. Donc, on peut le faire grâce à une délégation de gestes de soins. C'est l'assistante de vie qui le fait, c'est complètement légal et il faut bien se le mettre dans la tête. Ça existe, c'est légal, c'est encadré par la loi. Donc, quand vous entendez des personnes, type assistants sociaux qui vous disent « Ah ben non, il n'y a que ça, c'est pas possible », eh bien, de nouveau, vous écartez, c'est possible. Par contre, c'est vrai qu'il reste des freins à l'accompagnement. Un des premiers freins, c'est la non-reconnaissance du métier d'assistant de vie. Alors, je dis bien assistant de vie, pas auxiliaire de vie. Les auxiliaires de vie sont des salariés des prestataires. Les assistants de vie sont des salariés du particulier employeur. Ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que j'insiste bêtement, ce n'est pas que de la sémantique, c'est vraiment une reconnaissance du métier. Il ne faut pas confondre. Ensuite, je pense qu'il y a un manque d'information et de formation aux spécificités de ce métier-là. Ce n'est toujours pas un métier d'auxiliaire de vie. Donc, il faudrait que ce métier soit mieux reconnu
mieux connu tout simplement déjà avant d'être reconnu, parce qu'il faut passer par connu avant d'avoir reconnu. Et il y a aussi, et là c'est là que ça coince, une inadéquation entre la vie autonome et la convention collective. La convention collective du salarié du particulier employeur qui a changé de nom, mais je ne m'en souviens plus comment elle s'appelle maintenant. Pourquoi il y a une adéquation? Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance, ni même de connaissance d'ailleurs. C'est pareil, connu, reconnu, enfin, connaissance, reconnaissance, ce serait déjà pas mal, par la branche des besoins spécifiques. On nous rétorque souvent, bah oui, mais les personnes en situation de handicap, c'est que 3% des salariés du particulier employeur. Oui, c'est 3%, mais c'est aussi 10% des heures faites. Donc, 10% des heures de salariés de la branche, c'est quand même énorme. Donc, il ne faut pas oublier, puisqu'on parlait de clients, d'usagers, etc., on est des clients de la branche, on paye nos cotisations sociales et c'est comme ça que la branche est financée. Donc, ce serait bien aussi qu'on soit reconnu dans nos vrais besoins. La reconnaissance vraiment de la vie autonome passe par la société qui devrait faire évoluer ces textes. En attendant, on est quand même obligé de continuer à vivre et à faire avec les textes existants. Et une importance quand même, et je tiens à le souligner, c'est le respect, c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse évoluer ces textes dans le respect mutuel salarié-employeur. Les besoins des employeurs doivent être reconnus, ce sont les besoins de la vie autonome, je choisis ma vie, c'est moi qui choisis quand je me couche, quand je vais, etc., etc. Et pour autant, le salarié qui m'accompagne doit être respecté dans ses droits de salarié, il doit savoir à quelle sauce, entre guillemets, il va être mangé s'il travaille la nuit, s'il travaille le week-end, s'il doit faire un accompagnement. Et ça ne figure pas dans la convention collective. Et pire, je vais finir par un point quand même auquel je tiens, parce que j'y suis confrontée tous les jours depuis le début de l'année, c'est les nuits, l'organisation des nuits. C'est-à-dire que, alors là, je suis fâchée, ça m'arrive de temps en temps, là, je suis vraiment très fâchée, parce que quand on organise un contrat de travail sur les nuits maintenant, si on se contente de lire le texte sans faire des pirouettes à n'en plus finir, eh bien, on devrait tous les jours se coucher à la même heure, se lever à la même heure, avoir des nuits tout à fait égales. Pour pouvoir sortir le soir, eh bien, il faut faire des avenants au contrat de travail. Mais je ne sais pas sur quoi on s'est basé pour écrire de telles inepties, mais certainement pas sur les droits de l'homme qui sont quand même de faire ce que l'on veut de sa vie, quoi. On doit pouvoir se coucher quand on veut, se lever quand on veut, vivre sa nuit comme on veut. On doit pouvoir aller en boîte de nuit si on en a envie. On doit pouvoir, je ne sais pas, vivre sa vie tout simplement. Donc, il faut vraiment, j'ai envie de dire, c'est un changement de paradigme maintenant. Donc, à nous de voir ce qu'on veut faire de notre société. Quand je dis à nous, c'est vraiment nous. Je crois que j'ai fini. Donc, Nicolas a préparé un texte en avance. On va mettre la synthèse vocale pour que vous entendiez ce qu'il a à dire. Vas-y, Nicolas, tu fais l'organisation. Vas-y. Je m'appelle Nicolas Joncourt, j'ai 22 ans et je suis étudiant en droit à Rennes. J'ai toujours été scolarisé en milieu ordinaire et ne connais pas le plaisir de vivre en institution. Je suis autiste non-oralisant et pas non-verbal. En anglais, on dit non-speaker, qui ne parle pas. Je comprends très bien la langue française et l'anglais et j'utilise un iPad ou un clavier d'ordinateur pour écrire. Je précise que le plaisir de vivre en institution était ironique.
Je suis membre de plusieurs associations de défense des droits pour les personnes handicapées, pour les personnes autistes et pour les personnes autistes non oralisantes, l'association En Île, Réseau européen pour la vie autonome, l'association Clé Autiste, collectif pour la liberté d'expression des autistes et l'association AIASC, International Association for Spelling as Communication. Je vais vous parler un peu de ma situation, de mes besoins et de comment j'ai pu obtenir un accompagnement à domicile par des aides humaines. Je veux vous dire de ne pas désespérer. Une véritable application de nos droits et de nos libertés est peut-être un rêve utopique. Mais je crois qu'il faut rêver et être solidaire afin d'élaborer des stratégies pour justement changer les choses. Selon mon opinion, se retrouver ainsi, aussi mal, à affronter l'institution française de la MDPH afin d'obtenir une aide suffisante au quotidien, présente de nombreux obstacles. Je suis d'accord de dire que dans un entretien avec la MDPH, je ne sais pas comment me défendre. Je me sens jugé sans avoir commis aucun crime. Parce que pour les autres, je suis improbable, comme personne. Toujours on peut être suspicieux envers moi. On doute de mon honnêteté, de ma capacité à écrire par moi-même ma pensée, qui est si dense, et serait vraiment plus heureuse de vous parvenir par la fenêtre, hissée de mon cerveau. Je ne sais pas comment atteindre l'équité. En effet, rien n'est fait pour que nous puissions vivre en pleine possession de notre liberté et de notre dignité. N'est-ce pas atroce de devoir perdre son intégrité en devenant juste un incapable ou un opportuniste aux yeux de la société? Si vous avez besoin d'aide humaine, je dirais surtout, ne montrez pas seulement votre désir d'autonomie, mais vos besoins de façon réaliste. Je veux juste faire découvrir avec des personnes comme moi que ce n'est pas permis de présenter un corps différent de la représentation qu'ont les personnes valides et non concernées des personnes handicapées. Certaines tâches sont impossibles à effectuer sans aide pour beaucoup de personnes, en fait. Notre lutte consiste à obtenir réellement un accès à une autonomie véritable et cela est possible si nous avons des assistants formés à nos besoins individuels et qui sont conscients des enjeux de notre action militante. Voilà les difficultés que j'ai rencontrées pour obtenir un accompagnement avec des aides humaines. Obtenir les heures de PCH selon mes besoins n'a pas été facile. Je n'ai pas eu de PCH assez importante pendant longtemps, 3 heures par jour, après 4 heures. Puis, de 6 heures, je suis passé à 10 heures. À chaque fois, il a fallu se battre pour augmenter les heures. Je n'avais pas les moyens d'embaucher des assistants en emploi direct au-delà de ces heures. Les tiers de mes vrais besoins n'étaient pas pris en compte. Cela était très insuffisant, car j'ai besoin d'aide en permanence du fait de mon handicap. Mes parents m'aidaient pour les heures restantes. Mais je désire avoir néanmoins une vie autonome, pouvoir avoir une vie sociale normale, donc sans forcément être accompagné par mes parents et j'envisageais également de trouver un logement. J'avais fait une demande de logement au CRU, mais il me fallait financer les heures restantes. En décembre 2021, la MDPH a décidé finalement de m'accorder 24 heures sur 24, ce qui me permet de vivre normalement, ce qui était impossible avant. Je suis reconnaissant envers ces personnes de m'avoir entendu. Je vis actuellement en résidence universitaire avec mes assistants personnels. Le recrutement est aussi un problème. Je suis passé par un prestataire quelques mois, qui a été très correct, mais c'est impossible pour moi d'avoir des gens qui changent souvent et qui ne connaissent pas assez mes besoins.
alors que l'emploi direct me permet d'embaucher des gens que je choisis. Mais le problème est que ce n'est pas évident non plus de trouver des gens qui correspondent à ce que je recherche. Mais le problème est que ce n'est pas... C'est bon. Nicolas a dit ce qu'il avait à dire. C'est qui prend la parole? C'est toi, Yann? Bonjour à tous. Je suis Johan, je viens de Toulouse. Et donc, voilà, il me semblait pertinent d'apporter mon point de vue à cette table ronde, puisque j'emploie moi-même depuis 17 ans maintenant des assistants personnels à domicile. Toujours en emploi direct, un tout petit peu au début partagé avec un prestataire qui intervenait pour les toilettes, parce que traditionnellement, c'est comme ça que ça se faisait avant que je dispose d'un plan de financement H24 d'aide humaine. Et donc, voilà, bon, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, c'est vrai que le département de la Haute-Garonne dont je viens a été un département pilote, donc je pense qu'on a fait partie des tout premiers en France à disposer de réels financements d'aide humaine H24. Et donc, un peu par la force des choses, on a été des défricheurs et ça fait 17 ans que j'essaye de trouver des solutions pour résoudre ce qui apparaît comme des problèmes assez récurrents, et pour lire ce qui se dit sur les forums de personnes concernées, que je ne suis évidemment pas le seul à rencontrer. Je pense à des questions de turnover, difficultés de recrutement, etc. Et donc, moi, des petites choses que j'ai entendues précédemment sur lesquelles il me semblait pertinent de rebondir, c'est outre évidemment le fait que je pense que l'emploi direct est dans une situation telle que la mienne, la seule qui soit en mesure de me permettre de vivre à peu près la vie que j'ai envie de mener versus mandataire ou prestataire qui ne correspondrait pas à mes besoins. Pour autant, cette solution, elle comporte un certain nombre d'effets secondaires ou elle est porteuse d'un certain nombre de problèmes qu'il s'agit d'essayer de résoudre. Mais pour commencer, voilà, c'est un peu de choses près, organiser une équipe d'assistants de 5 personnes pour les faire intervenir auprès de soi à domicile, c'est pas loin d'être un travail à temps plein. Donc moi, en l'occurrence, c'est pas mon travail à temps plein, puisque je suis chercheur au CNRS, je suis aussi auto-entrepreneur, donc j'ai une activité annexe et je dois en plus gérer mon équipe d'assistants de vie et tout ce qui va avec. Et donc, parmi les choses que j'ai essayé de mettre en place depuis ces 17 ans d'emploi des assistants de vie à domicile, il y a la coordination. Et donc, Jérôme, qui est là aujourd'hui avec Ahmed et moi et qui prendra la parole tout à l'heure, est aujourd'hui et depuis 6 ou 7 mois le coordinateur de mon équipe. C'est, je pense, la 4e ou 5e personne qui assume ses fonctions au sein de mon équipe depuis 17 ans. Évidemment, c'est un poste qui n'a pas toujours existé, et qui
que j'ai mis un moment à pourvoir à nouveau depuis le départ de la dernière personne. C'est aussi un poste dont le financement ne va pas de soi. Hein. Les 24 heures sur 24, elles ne comprennent pas le financement du poste de Jérôme qui pourtant s'avère à l'usage indispensable, puisque c'est lui qui fait les payes, organise les plannings et gère les remplacements, etc. On a aussi essayé de mettre en place un certain nombre d'outils de gestion et de coordination et de l'équipe en termes de ressources humaines pour essayer de travailler à la pérennisation de postes. Donc, la mise en place et le recrutement est plus que difficile. Donc, pour ça, on a mis en place des réunions mensuelles pendant une période aussi. C'est plus le cas aujourd'hui, mais on a essayé de mettre en place des groupes d'analyse de pratique qui étaient des périodes de 2 heures tous les 2 mois où les assistants de vie pouvaient se retrouver entre eux et sans moi pour échanger avec un psychologue du travail sur leur rapport au travail, etc. Enfin, moi, je n'ai pas égrené la liste des différentes dispositions et dispositifs qu'on a tenté de mettre en place, mais en tout cas, on a essayé comme ça depuis ces nombreuses années de travailler à la cohérence et au fonctionnement le plus fluide possible de l'équipe d'assistants de vie. C'est pas évident. Comme je vous le disais, ça nécessite des financements qui n'existent pas. Donc, employer des assistants de vie à domicile, c'est bricoler. Donc, on peut, voilà, on bricole avec plein de choses. Ça peut être l'occasion de désaccords entre certains, mais on bricole avec le droit du travail parce que sinon on peut pas mener une vie ordinaire, hein, quoi qu'on puisse en penser. On bricole avec les financements parce qu'il faut aller gratter ici là 1 heure ou 2 qu'on obtient auprès de la MDPH pour financer là une toilette à 2. Ici, une coordination d'équipe. Évidemment, les financeurs sont plus que rétifs à l'attribution d'aides financières supplémentaires. Voilà. Et dernier point, et non des moindres, c'est aussi, ça pose de vraies questions de responsabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, aux yeux de la loi, on est responsable de l'emploi des salariés qui sont nos salariés. Quand bien même, évidemment, employeur, on se passerait bien allègrement de l'être. Et donc voilà, c'est des questions qui sont aussi problématiques et qui peuvent s'avérer particulièrement complexes, à plus forte raison, pour des personnes qui n'ont pas été formées et dont le métier n'est pas précisément de gérer l'emploi d'une équipe d'assistants de vie à domicile. Voilà ce que je peux vous dire très, très succinctement. Après, je vais peut-être passer la parole à Jérôme concernant ses fonctions de coordination. Et puis, évidemment, ici ou en ligne, je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Bonjour, donc Jérôme Pellissier, je viens également de Toulouse. Donc, comme Yoann l'a dit, je vais faire assez brièvement comment je me suis retrouvé coordinateur aujourd'hui. Je suis proche parent, j'ai été aidant familial pendant de nombreuses années, un peu moins aujourd'hui. J'étais ouvrier dans les chantiers, j'ai fait une reconversion professionnelle dans le but assez militant, je crois, de pouvoir m'inscrire professionnellement dans une démarche de désinstitutionnalisation, de valorisation et on n'entend pas, développement de la vie autonome. Aujourd'hui, donc, j'interviens, comme disait Yoann, en tant que coordinateur pour Yoann. J'interviens également pour Ahmed qui m'embauche sur de la coordination. Et je travaille aussi pour d'autres employeurs qui ont des profils plutôt de jeunes adultes sortant des institutions spécialisées et qui avaient vraiment le projet de s'installer dans un mode de vie autonome, mais qui jusqu'à présent rencontraient d'importantes difficultés et craintes
je crois, aussi argumentée par les positions de certains professionnels exerçant dans ces structures qui peuvent à un moment donné démoraliser les jeunes qui auraient ce projet-là. Je parle jeune, mais ou moins jeune. On peut à tout âge avoir le désir de s'installer dans un monde de vie autonome, mais face à certainement d'importantes difficultés ou une vision qu'on peut avoir de ce que va représenter la vie autonome, beaucoup ne s'y lancent pas. Donc, j'interviens aussi en emploi direct, donc auprès de personnes comme ça pour les accompagner dans l'apprentissage, on va dire, d'une vie autonome, dans la gestion. Qu'est-ce que ça va représenter en termes d'organisation de son aide humaine, mais aussi sur d'autres aspects. Donc, comme le disait Johan, ce métier n'est pas reconnu. Aujourd'hui, ce qu'on va pouvoir associer à ce rôle-là, ça va être éventuellement des services mandataires ou bien, pour les deuxièmes situations que j'évoquais, des services d'accompagnement à la vie sociale, par exemple, mais qui, dans le concret, s'avèrent, pour les retours que j'en ai en tout cas, très souvent très insuffisants en termes d'accompagnement et totalement inadaptés aux besoins réels des personnes. Surtout aux attentes, je dirais, parce qu'on reste dans un schéma très institutionnel où l'institution va savoir ce qui est bon pour l'autre. Et ça ne va pas être, on va dire, la personne qui va décider de comment doit être mené son accompagnement, qu'est-ce qu'elle attend de cet accompagnement, qu'est-ce qu'elle attend de cette assistance, etc. Voilà pour une présentation assez succincte. Je vais laisser la parole à Ahmed peut-être. Voilà. Bonjour à tout le monde. Je suis Ahmed, je viens de Toulouse. J'ai été pendant 10 ans en institution. J'ai passé 6 mois dans une école de la vie autonome à Nancy. Ça ne m'a pas convaincu. C'est peut-être un bon projet, donc l'école de la vie autonome, mais il faut l'améliorer avec des personnes situées. Depuis 2 ans et demi, j'ai pris mon appartement. J'ai commencé avec un service prestataire.
il m'avait l'air bien. J'avais assez d'autonomie dans l'organisation. Mais après, ça a été plus mal. Il m'a envoyé de nouvelles personnes pour la première fois, je n'étais même pas au courant. Depuis le mois de novembre, je suis passé en emploi direct avec Jérôme comme coordinateur. Je voulais vous dire qu'il faut un temps d'apprentissage. Quelqu'un peut faire oui de la tête. Me répondre, ok, c'est bon, merci. Pour gérer son équipe. Ahmed disait qu'il fallait un temps d'apprentissage pour arriver à gérer son équipe et aussi sur le positionnement. Je pense que ça peut aussi passer par le pair accompagnement. Organiser des rencontres localement. Pour parler de nos questionnements. Et de nos difficultés. On peut organiser des rencontres comme celle-ci. Au niveau national. Partager nos expériences. Je vous remercie. Et donc, pour finir, on va présenter, nous sommes tous trois membres de l'association Handi Social à Toulouse, une association qui milite, qui a d'abord milité sur la défense des droits des personnes en situation de handicap et également sur la désinstitutionnalisation et la vie autonome, donc, par diverses actions plutôt localement sur Toulouse.
merci à tous. Et, ma question est pour le trinôme Johan, Jérôme et Ahmed. En fait, je voulais vous remercier de votre témoignage parce que je trouve votre démarche innovante et ma question s'adresse plus particulièrement à Johan. En fait, Johan, pardon, je me permets de te tutoyer, hein, je ne prends pas ça pour un manque de respect. Tu disais qu'au niveau professionnel, tu étais chercheur au CNRS. Et moi, ce qui m'a interpellée dans ton témoignage, je me suis dit, mais comment fait-il, quoi? Il a une activité professionnelle et dans sa vie perso, tu t'arrêtes jamais de travailler, en fait. Ça a résonné chez moi parce que, alors, sans parler de mon expérience personnelle, parce que je ne suis pas intervenante, mais rien que de devoir répéter à mes 17 intervenants tous les jours ce qu'on doit faire chez moi et comment on doit le faire dans un temps qui est imparti. Voilà, le reste de la journée, en fait, je suis quasi épuisée et j'ai plus d'énergie pour faire le reste. Donc voilà, je voulais te tirer mon chapeau et te demander comment tu faisais. Et plus précisément aussi, tu parlais de financement qui était cherché à droite à gauche. Moi, je m'interroge parce que j'imagine que ce n'est pas la PCH volet aide humaine qui permet de payer le poste de Jérôme. Voilà, je me suis demandé s'il y avait une volonté politique à Toulouse que de vouloir promouvoir l'emploi à domicile. Enfin, voilà, j'étais curieuse d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup. Écoute, je te remercie pour ta question. Donc, la réponse pourrait être bien, mais puis après, on discutera en marge de ce moment aussi plus formel, si tu veux. Bon, déjà, comment je fais faut dire qu'en ce moment, je ne fais pas trop, c'est-à-dire que je suis sociologue au CNRS et heureusement, c'est une institution publique et un poids monolithique qui fait que même si mon activité est pas très productive ces derniers mois, j'ai encore mon salaire et je n'ai pas été viré. Je pense que dans une institution privée, j'aurais déjà pris la porte depuis un moment. Donc, c'est un élément important parce que je crois que je me suis un peu fait rattraper par tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça prend beaucoup de temps. Je ne vais pas m'étendre à foison sur mon cas personnel, mais c'est aussi mon boulot, c'est écrire. Je n'arrive plus à écrire physiquement depuis longtemps et je peine à trouver une solution humaine et ou technique qui me permette de le faire. Donc, j'investis beaucoup de mon temps en ce moment à trouver une solution pour pouvoir refaire mon travail, à savoir écrire à nouveau. Donc, voilà. Et que je n'ai pas encore tout à fait trouvé. Donc, et après, oui, ça demande, je pense que ça, tous ceux qui sont ici le savent, une débauche d'énergie, parce que faire tout ça en même temps, c'est compliqué, voilà, sachant que je bosse beaucoup, mais donc, et je tiens à avoir des loisirs. Désolé, mais c'est bon. Ok, donc voilà, c'est évidemment beaucoup d'énergie et ça peut être usant, quoi. C'est vrai que c'est pas évident. Et après, voilà, pour répondre sur ta deuxième partie de question, comment on fait? Il se trouve que j'ai
ma situation personnelle aujourd'hui me fait que je suis en couple avec une personne valide, que je n'ai pas besoin de manipulation constante toutes les nuits, donc mes assistants sont à payer dans ce qui était jadis la présence responsable. Aujourd'hui, des heures de présence de nuit. Donc, dans les heures de nuit, mes assistants sont payés 6 heures, donc de 1 heure à 7 heures. Ils sont payés 4 heures pour 6 heures de présence. Donc, je dégage 2 heures comme ça quotidiennement. Et j'ai obtenu de la NDPH une doublure le matin pour faire une toilette à 2, donc, que j'utilise pour le coup. Et qui vient me permettre de continuer à dégager quotidiennement 2 heures de PCH et d'humaine par jour, qui me permet de rémunérer Jérôme, tout simplement. Voilà, donc en gros, c'est les heures où je n'ai pas effectivement et en permanence besoin de mes assistants la nuit, et où eux dorment, et notamment parce que la moitié ou plus de mes retournements la nuit sont faits par ma copine bénévolement, que je peux payer une coordination. Donc évidemment, c'est pas. J'ai fait partir une nouvelle demande MDPH il y a une semaine pour revendiquer un financement en propre de ce poste pour pouvoir le pérenniser, notamment si mes besoins à la nuit évoluent et que j'ai besoin d'une assistance H24, effectivement payée 24/24 parce que présence et besoins constants. Voilà. Et puis après, on pourra continuer à discuter, mais voilà, ça fait partie des bidouillages parce que c'est pas, voilà, pour moi, et ça me paraît évident que c'est pas parce qu'on est en emploi direct et pas en mandataire que toute cette somme financière qui est donnée au mandataire pour effectuer un travail de coordination d'équipe, nous, on le fasse bénévolement pour la simple raison que c'est notre vie et pas celle des autres. Il n'y a aucune raison à ça. Donc, voilà, ça rejoint évidemment la revendication politique qu'on partage tous ici, je crois. Le mandataire ne peut pas de coordination. Oui, en plus. Le mandataire ne peut pas de coordination. Non, non. Après, peut-être. Tu ne sous-traiterais pas le détail de rôle du mandataire. Peut-être pour faire la différence, parce qu'on disait effectivement le mandataire ne fait pas de coordination, peut-être c'est peut-être pas clair la différence entre les deux, je ne sais pas. La coordination, on parle vraiment d'animation de réunions d'équipe, être présent aux entretiens individuels, être présent sur les entretiens de recrutement, enfin peut-être faire plus approfondi, conseiller entre guillemets ou répondre aux questions sur l'organisation des prestations de compensation, comment elles peuvent s'organiser, etc. Comment accompagner sur les demandes, par exemple, aussi les demandes de prestations ou d'aides différentes. Je ne sais pas, très actuelles aujourd'hui, par exemple sur les questions de déplacement en vacances qui vont arriver bientôt. Il y a des financements possibles sur les transports et l'hébergement des assistants de vie sur place. Bon, mais tout ça, ça représente sur, si vous partez 3 semaines en vacances durant l'été, dans 3 endroits différents, ça représente un boulot quand même assez considérable. Il faut faire des devis d'hôtel, il faut faire des devis de transport, constituer une demande à la MDPH que vous connaissez pour la plupart, donc, qui est très conséquente. Et bon, c'est vrai que tout ça, en termes de temps, ça représente quelque chose de très important si on veut mener une vie pleinement autonome et on va dire presque pouvoir partir du jour au lendemain, d'avoir à se dire je pars lundi, on est mercredi, il faut que je fasse mon dossier. C'est aussi à ça que peut servir la coordination et ça, effectivement, un service mandataire ne peut pas le proposer tout simplement. Voilà, je vais te laisser par rapport au mandataire préciser. Du coup. Et donc, pour finir, c'est vrai que sur le financement, actuellement, c'est reconnu, enfin, je suis salarié en tant qu'assistant de vie, hein, parce que le métier de coordinateur, encore moins que celui d'assistant de vie, n'est pas connu, n'est pas reconnu, n'existe pas. Ouais, donc, officiellement, je suis assistant de vie. Voilà. Rémunéré comme un assistant de vie, bien évidemment. Ni plus ni moins.
je vais faire juste la comparaison, la précision. Effectivement, le job, entre guillemets, je dis job parce qu'il n'existe pas. Le poste de coordinateur n'est pas prévu dans les textes. Il n'y a pas de poste, alors que ça devrait être peut-être quelque chose d'important, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Et le mandataire non plus n'est pas un coordinateur. J'insiste beaucoup. Un employeur qui s'adresse à un mandataire ne doit pas voir sa vie dictée par le mandataire. Il n'a pas à faire, il n'organise pas, il ne gère pas les plannings, il n'impose pas des plannings, il accompagne simplement l'employeur sur ses choix de vie. Il l'accompagne, j'ai envie de dire, juridiquement, administrativement. Il est là pour l'aider sur ses tâches d'employeur, parce qu'on l'a dit, Yoann l'a dit, employeur, ça devient un métier à temps plein. Il n'y a pas de formation, le métier d'employeur. Donc, on est là pour accompagner le métier, et certainement pas pour faire des choix de vie sur la vie des personnes qui font appel à nous. Certainement pas. Et on n'est pas là non plus pour gérer, pour prendre la responsabilité de l'employeur. C'est ça qui est difficile aussi, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, c'est quand même l'employeur qui est responsable. Donc, voilà, ça reste compliqué. Excusez-moi, il y a juste une question donc, par écrit. J'ai une question de Bernadette qui pose la question sur la conciliation entre les intérêts des particuliers employeurs et les assistants de vie. N'est-ce pas difficile? Est-ce que les revendications portées autour des métiers du lien vont-elles aider à cela? Alors moi, métier du lien, ça me fait penser au rapport de Ruffin et de Bonnel, qui, je peux vous le dire, nous a bien énervé et auquel on a très négativement répondu. Donc, si c'est ça, voilà, je ne sais pas quoi répondre, quelqu'un veut répondre? Tu veux, Jérôme? Ou Joanne? Je peux répondre 2 minutes autour des métiers du lien, les intérêts des particuliers employeurs et les assistants de vie. N'est-ce pas difficile? Le problème, c'est pour ça que je parlais de changement de paradigme, c'est qu'il faut bien comprendre que les intérêts des particuliers employeurs et les intérêts des assistants de vie sont les mêmes. C'est les mêmes. Le particulier employeur, il a besoin d'être correctement accompagné avec une personne qu'il a choisie, sur des horaires qu'il a choisis, etc. Et l'assistant de vie, il a juste besoin d'être bien dans son métier, de savoir quand est-ce qu'il travaille, comment il travaille, déjà que si le métier lui plaît, lui convient, etc. Et je ne vois pas, j'ai du mal à comprendre que les intérêts soient différents. Pour moi, les intérêts sont les mêmes. Simplement, il faut à un moment donné que les textes s'accordent sur ces intérêts. Et le problème actuellement, c'est que pour moi, tant qu'on les mettra l'un contre l'autre, ces intérêts, ça n'avancera pas. Il suffit juste d'en discuter, de mettre sur la table à plat les besoins, les intérêts et de réécrire le texte. C'est tout simple. Ça a l'air tout simple.
reste une volonté politique de le faire et je ne sais pas si elle est là, la volonté politique. Mais quand on comprendra enfin que les intérêts sont les mêmes, alors à ce moment-là, déjà, je pense qu'on aura vachement avancé. C'est bon, ouais. Oui, donc on a eu l'occasion dans nos quelques échanges préalables à cette table ronde de se rendre compte qu'on n'était pas forcément tout à fait d'accord sur ce point de vue avec Christine. C'est vrai que moi, je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de points où les intérêts des particuliers employeurs et des personnes qu'ils emploient ne sont pas les mêmes. Voilà, elles devraient, et pour autant, c'est une relation humaine complexe avec une personne qui est dépendante et qui a besoin du service rempli par une autre pour pouvoir vivre et exister, et que donc dans un quotidien fait de plein d'activités, d'affects, de relationnel, etc., il y a nécessairement des moments où les intérêts des uns et des autres viennent se percuter. Alors ça peut être sans violence, sans tension, mais c'est, voilà, ne serait-ce que quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose pour nous, ben, on contraint ça. Voilà. Certes, il est au travail, il est tenu d'accomplir sa tâche par un contrat, mais ça peut être pénible, fastidieux, difficile. Et voilà, je pense que si on descend au degré zéro d'activité, ben, il y a un moment donné une contradiction, quoi. On contraint la liberté fondamentale d'une personne de faire ce qu'elle veut pour faire pour nous, à notre place, avec nous, etc. Donc, je pense qu'effectivement, il y a tout intérêt, et pour le coup, là-dessus, on va se rejoindre, à essayer de faire en sorte que ces intérêts soient le moins divergents possible et de les aligner autant que faire se peut. Et là-dessus, on est complètement d'accord. Et parmi les façons dont il peut s'agir de les aligner, il y a effectivement tout ce que le politique peut travailler et décider des financements. C'est-à-dire que, voilà, un des nerfs de la guerre, et ça, enfin, j'ambitionne de rien apprendre à personne, mais c'est si on met la main à la poche et qu'il y a plus d'argent, de fait, il y a tout un tas d'intérêts divergents qui vont se réaligner très facilement et tout seul. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus penser que ça pourrait suffire à tout. Et je rejoins Christine quand elle dit qu'il faut se mettre autour d'une table pour dire ben, vers quoi veut-on aller. Mais voilà, il faut aussi, faisons ce travail-là, de la part des personnes dépendantes qui ont besoin des services d'assistance de vie, ne pas se restreindre dans la façon dont elles vont exprimer leurs besoins, leurs projets de vie, etc. Parce que très souvent, et pour maintes raisons que je ne vais pas détailler ici, on est quand même bien habitué à penser petit. Et je pense qu'on a vu à 1000 endroits déjà ce matin à quel point notre liberté d'agir, en fait, elle est hyper contrainte. Et même en mettant en place des dispositifs dont on peut penser qu'ils sont pour le mieux, pour nous permettre de vivre de manière autonome, on crée des irréversibilités qui fait que parce qu'on est dépendant d'un tissu local autour duquel s'est construit notre vie à domicile, ben, si on déménage, plus rien ne marche. Il y a plein de choses qui font que la liberté dont on arrive péniblement à jouir, elle est en fait très fragile. Quoi. Donc, dans ce travail de remaniement et de réflexion autour de la formation collective, des particuliers, employeurs, etc., il faut effectivement très certainement se mettre autour de la table et dire ben, de quoi on a besoin, mais de faire vraiment à fond. Et de notre côté, œuvrer
pour faire valoir ce que doivent être effectivement les droits, même aux endroits où ça peut être amené à appliquer ou à frictionner par rapport à ce qui relève en contrepartie du bien-être au travail, etc. Voilà. Merci. Oui, je veux bien poursuivre. Je ne sais pas si on a le temps un peu de ma position du coup d'assistant de vie aussi avant tout, avant d'avoir été coordinateur. J'ai été aidant et assistant. Et je comprends tout à fait cette question pour le coup. Je préciserai qu'effectivement, pour moi, les intérêts ne sont pas les mêmes. Ça me paraît évident parce qu'on n'est pas situé de la même façon. La particulier employeur va être assisté dans la réalisation des actes quotidiens et l'assistant de fait est d'un autre point de vue, totalement situé d'une manière différente. Ses intérêts vont être différents. Le particulier employeur, je ne crois pas me tromper en disant que son intérêt, c'est de pouvoir mener la vie qu'il souhaite de la manière la plus possible, en essayant de concilier toutes les contraintes qui se posent à lui. Celle du salarié, c'est avant tout de l'assistant, je m'avance sur mon propos, mais de l'assistant, c'est qu'avant tout, c'est un salarié. Donc, il attend, au même titre que tout salarié, les intérêts que tout salarié va attendre. Et je crois pas pouvoir me tromper si j'aborde la question de la reconnaissance, mais en tant qu'être reconnu dans son métier, dans ses compétences, dans tout ce que va pouvoir représenter la place que l'on se fait dans la société en tant que professionnel, assistant de vie. Il y a ensuite une particularité quand même entre un assistant de vie qui va travailler chez 4 ou 5 personnes différentes dans une même journée pour faire de l'aide au ménage ou au passage ou à la prise de repas par exemple, ne va pas avoir les mêmes intérêts et les mêmes enjeux, ne va pas être situé de la même manière qu'un assistant de vie qui travaille dans une équipe comme les assistants de Yoann par exemple, à temps plein chez lui sur des temporalités, des amplitudes qui vont jusqu'à 48 heures. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions de travail et les mêmes enjeux, ni même les mêmes activités. Un assistant de vie chez Yoann, par exemple, on va avoir une activité qui va être très vaste et très variée. Ça va être de l'aide humaine, mais également de la préparation du repas, logistique, on va dire, de la vie quotidienne, mais également un peu de bricolage, un peu de recherche en aide technique, etc. Donc, c'est quelque chose qui va être... Oui, je vais te... Loin de moi l'idée de vouloir monopoliser, mais juste une petite nuance quand même. Voilà, on entend très, très, très souvent parler de la reconnaissance du métier. Et je pense que c'est évident qu'il faut qu'il soit reconnu et mieux reconnu. Mais je voulais quand même insister aussi sur le fait qu'il est très difficile d'identifier les raisons pour lesquelles les personnes valorisent ou non leur propre activité professionnelle. Et que ça fait 17 ans que j'essaie de trouver des leviers motivationnels, même pas, parce que ça ferait, c'est pas du managériat, c'est juste comprendre ce qui fait que mon équipe d'assistants de vie est bien ou pas au travail. La rémunération, elle a quand même passablement évolué, même si on pourrait me rétorquer que le coût de la vie a bougé aussi. Néanmoins, depuis que j'emploie des assistants à domicile qui sont mieux payés, ça ne suffit pas à les rendre plus heureux au travail. On parle d'autonomie aussi. L'autonomie ne suffit pas non plus à les rendre heureux au travail, donc c'est très difficile pour nous de le faire voir. Et je pense qu'il y a autant de conditions de bien-être au travail qu'il y a de salariés. Et donc, s'il faut bien sûr penser des formats d'encadrement collectif de cette activité qui permet, dans une situation moyenne idéale, de se dire, ben là, on œuvre pour le mieux pour tout le monde, les facteurs restent éminemment personnels, relationnels et interactionnels aussi, parce que c'est une chose de travailler pour moi, c'en est une autre de travailler pour Ahmed ou pour Myriel. Et donc tout ça, c'est une équation très compliquée. Et je pense que la reconnaissance, bien sûr, mais il ne faut pas non plus s'en servir comme un élément qui pourrait
parce que ce sera mieux reconnu dans la société de l'assistance de vie, c'est-à-dire que ils vont être fatalement super heureux et qu'on n'aura plus de problème de recrutement, parce que tout le monde va faire ce boulot-là, etc. Parce que vraiment, pour travailler activement dans mon équipe à la valorisation de l'activité et du métier, je me rends bien compte que ça ne suffit pas très loin de là à faire que tout se passe bien. Petite anecdote, mais j'ai l'impression que le gouvernement s'est un peu rendu compte de ça parce que ça fait 2 semaines que j'arrête pas de voir des pubs sur on recrute, venez avec nous, c'est bien. Mon avis sur la question posée, je voudrais dire que le but que l'on doit atteindre, c'est que les intérêts de notre personne accompagnés des accompagnants soient dans le même sens. Le but, c'est que l'intérêt des personnes accompagnées et l'intérêt des accompagnants soient dans le même sens. Mais que pour parvenir à cela, il y a des tas de conditions qui pour l'instant ne sont pas réunies. Mais pour réaliser ça, il y a des tas de conditions qui, pour l'instant, ne sont pas réunies. Mais je reviendrai là-dessus. C'est après-midi, du point de vue de mon expérience dans laquelle j'ai connu tout le monde. Je reviendrai dessus cet après-midi de par mon expérience où j'ai vécu tous les modes de fonctionnement. Bon appétit. Merci, bon appétit.